C'est bon. Alors voilà, petit problème technique qui apparemment est résolu. Donc les participants à distance n'avaient pas le son. Ce sera rétabli dans le live en différé. Voilà. Donc si vous n'avez pas pu suivre les premières minutes de mon intervention, vous pourrez à partir de la semaine prochaine les suivre en différé. Il n'y a pas de souci. Donc finalement, ce qui semble important, c'est cette très grande diversité d'enquêtes que vous avez réalisées, sur laquelle on va revenir aujourd'hui. Alors, on va le faire en plusieurs étapes. Dans une première étape, on a demandé à chaque enseignant présent ici de revenir, de choisir une ou quelques enquêtes et de revenir sur à la fois de présenter l'enquête et de revenir sur ce qui l'a plu, ce qui l'a interpellé, les questions que ça lui pose, etc. Donc ça, très rapidement, je vais passer la parole à chacune en 5 minutes à peu près de présenter cela. À partir de là, on aura ensuite une discussion. Donc, surtout ceux qui sont connectés et qui m'entendent, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le forum, sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, Sarah et Julien sont là pour les traiter, pour les relayer. Et nous, on pourra à partir de cela y répondre. Mais également, on va profiter de la présence du public pour prendre également des questions de la salle. Donc, n'hésitez pas à garder des questions par rapport aux différentes interventions qui vous seront présentées. Ensuite, on fera une présentation de l'équipe, c'est-à-dire que voilà, sur le devant de la scène, il y a les enseignants, les chercheurs qui ont participé, mais il y a aussi beaucoup de monde qui ont participé dans les coulisses à la création de ce MOOC, et il me semblait important de pouvoir vous les présenter pour ce live final. Et enfin, on conclura le MOOC à travers différentes interventions, à la fois au niveau d'Agrénium, de Montpellier Supagro, et puis je vous dirai quelques mots sur les suites du MOOC. Voilà, donc ça va être le programme pour aujourd'hui. Donc on va commencer par la présentation des enquêtes. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Claire, qui va nous parler, à mon avis, de lombric, non? Peut-être que je te connais. Comment t'as deviné? Voilà, donc effectivement, moi je vais présenter une enquête qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « AMAP et l'ombriculture, une réciprocité de liens entre ville et campagne ». Donc c'est une enquête qui a été menée auprès de Joséphine Garcia, qui est animatrice d'un réseau PEC, paysans, écologistes, consommateurs. Donc l'objectif de ce type de réseau, c'est de créer du lien entre les villes et les campagnes, et notamment via des AMAP, donc des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et donc Joséphine Garcia est animatrice de ce réseau PEC, je crois que c'est à Lyon, quelque part autour de Lyon. Mais elle est aussi éleveuse de lombric, donc éleveuse de vers de compost depuis 13 ans, je crois. Donc sur 4000 m², elle élève des vers de compost pour des citadins qui sont équipés de lombricomposteurs. Et donc j'ai bien aimé cette enquête pour cette raison, parce que déjà en fait elle met Archibald encore plus à l'honneur, donc Archibald qui nous a suivis tout au long de ce MOOC. J'en profite pour faire un petit clin d'œil au concepteur d'Archibald. Je trouvais Archibald vraiment génial. Donc je crois que c'est Ellie qui est tout là-haut. Bravo. Voilà, donc Archibald, le ver de terre, bon, c'est un animal du sol, et je trouve que cette enquête a bien montré à quel point les animaux du sol pouvaient contribuer en fait à un lien entre des urbains et des ruraux. Par l'intermédiaire du lombricompostage, un lien un peu gluant peut-être, mais bon, quand même un lien intéressant. J'ai bien aimé aussi les perspectives qui étaient données dans cette enquête sur l'utilisation en fait plus large des possibles de la faune du sol, donc des vers. Donc l'idée d'intégrer en fait la faune du sol dans le raisonnement des pratiques agricoles. Donc, alors je cite dans l'enquête. L'auteur indique que Joséphine aimerait à l'avenir que l'apport de vers directement sur les cultures soit considéré comme une démarche agronomique à part entière en termes d'enrichissement et de travail des sols. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été abordé dans ce MOOC, ce n'est pas encore une pratique qui est beaucoup appliquée. On a parlé plutôt d'activation
de l'activation des animaux dans le sol par les pratiques qui permettent en fait plus de matière organique, etc. Et donc qui donnent un environnement de travail favorable à ces organismes du sol. Mais là, il s'agit carrément d'inoculer des organismes dans le sol et de voir si ça peut nous aider en agriculture. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, c'est une idée qui est bien explorée actuellement par des collègues et qui la mettent en application en ce moment à Madagascar. Donc, je crois que tu connais, Stéphane, les essais qui sont en cours menés par Éric Blanchard. Et dans le bouquet final de son enquête, l'auteur a fait le lien ou le parallèle entre l'utilisation d'animaux du sol et les cultures associées. Donc comme je me suis occupée d'une séquence sur les cultures associées, ça aussi, ça m'a plu. Et je trouve que l'idée est intéressante puisque dans les systèmes de culture associée, on valorise la diversité de plantes cultivées pour une meilleure production agricole et des dommages limités enfin en tout cas un impact plutôt bénéfique sur l'environnement. Et pourquoi pas utiliser seulement une diversité de plantes cultivées, mais aussi utiliser la diversité des organismes du sol. Alors, on parle souvent de vers de terre en pensant que c'est une seule espèce, par exemple, mais bon, Archibald, il est toujours un petit peu homogène, mais en réalité, il y a beaucoup d'espèces d'Archibald. Rien qu'en France, il y a plus de 100 espèces, dans le monde, plus de 4000. Et chaque espèce a son propre impact en fait, sur l'écosystème. Et on sait qu'il peut exister des complémentarités fonctionnelles très importantes entre différentes espèces de vers de terre. Donc pourquoi pas valoriser, pas uniquement des complémentarités fonctionnelles entre plantes cultivées, mais aussi entre tous les organismes, comme on l'a vu dans certaines situations sur le maraîchage notamment, mais aussi les organismes du sol. Voilà, donc en résumé, je remercie vraiment l'auteur pour cette enquête qui permet de rappeler en fait, le potentiel des animaux du sol pour l'avenir des pratiques agroécologiques. Et merci à toi effectivement pour cette analyse et pour cette ouverture vers effectivement des pans à la fois de recherche et d'innovation autour de ces complémentarités fonctionnelles en ouvrant finalement le champ des possibles à travers la diversité des organismes que l'on peut mobiliser. Il y a une question là en ce moment sur Twitter, y a-t-il des études sur le lien entre pratiques agroécologiques et biologie et structure des sols? Ça, alors j'ai oublié de présenter Claire, elle est enseignante-chercheur à Montpellier Supagro en biologie des sols. Donc effectivement, là-dessus, on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire la mise à disposition également de ressources complémentaires à la suite de ce MOOC. Donc ce type effectivement d'études, enfin tu me confirmes qu'il y en a quand même pas mal, enfin il commence à y en avoir pas mal qui sortent et on pourra effectivement les mettre à disposition pour aller plus loin. Merci beaucoup. Je passe la parole à Elena. Et Elena est aussi enseignant-chercheur à Montpellier Supagro, écologue. Et alors, quelle enquête tu as choisie? Alors, bonjour à tous. Moi, j'avais plein de enquêtes qui m'intéressaient. Il y avait vraiment une diversité, comme tu as dit, différents thèmes. Et j'ai choisi une que je trouvais très intéressante et très bien faite, celle d'une exploitation viticole durable. Quelle passerelle vers l'agroécologie? Et il s'agit d'une enquête qui a été effectuée sur une exploitation agricole familiale de 11 hectares qui était située à la région de Champagne. Alors on parle d'une demande de production d'un vin d'excellence, comme c'est la région, avec vraiment une demande de production, pas seulement en termes de rendement, mais de qualité. Et ce que je trouvais très bien dans cette enquête, c'était qu'il s'était fait au niveau familial à une famille qui avait comme ambition de mettre en place une viticulture raisonnée en Champagne. On peut imaginer que la viticulture raisonnée est assez ancienne, mais la certification, elle était la première exploitation familiale qui a été certifiée comme viticulture durable. Alors juste pour rappel, la viticulture en soi, c'est une filière qui est fortement consommatrice de produits phytosanitaires, surtout tout ce qui est champignons, bactéries, virus, insectes. On a vraiment une grande partie de ces produits qui sont utilisés dans les vignes. Et quand on veut faire cette certification de viticulture durable, il faut avoir des pratiques qui viennent de pratiques agricoles raisonnées. D'une côté d'assurer la pérennité du vignoble, mais aussi de préserver l'environnement tout autour de la parcelle, mais aussi au niveau paysage. Et ce que j'ai trouvé très bien dans cette enquête, c'est que dans cette exploitation familiale,
c'était d'abord le père qui a initié ce mouvement et après c'était son fils qui a repris l'exploitation avec sa sœur. Et ils se sont vraiment intéressés de voir comment toutes les connaissances qu'on peut avoir autour d'écologie, toutes les interactions autour des espèces qu'on peut avoir, comment ils peuvent mobiliser ça pour leurs vignobles. Et quelques exemples, par exemple, qui m'ont vraiment plu sur cette enquête, c'était pour la biodiversité. Ils ont essayé de trouver des actions afin de favoriser la biodiversité au sein de cette exploitation. Déjà, ils ont mis en place un enherbement naturel maîtrisé. Juste pour rappel, l'enherbement naturel maîtrisé dans cette région, il est très faible. On parle dans la région, on a 12% de vignobles qui sont enherbés dans la région de Champagne. Ils ont vraiment essayé de favoriser des espèces qui ont un système racinaire en profondeur. Alors j'étais contente aussi parce que les exemples qu'on a trouvés dans les séquences 2 sur l'énervement, la complémentarité des espèces ont vraiment été en application dans cette enquête-là. Mais aussi ils ont eu d'autres termes de synergie écologique entre les espèces. Par exemple la chauve-souris qui peut lutter contre le ver de la grappe. Ça c'est vraiment les autres interactions qu'on peut imaginer dans une exploitation. Ensuite, ils s'intéressent aussi à l'enrichissement du sol par l'azote, le phosphore, la matière organique, la stimulation de l'activité biologique du sol, micro-organismes, vers des terres. Ça sera contente Claire, mais du coup, suppression du travail du sol. Et aussi d'autres pratiques liées à une production d'agriculture raisonnée, la gestion des déchets, l'utilisation de l'eau de pluie, vraiment une approche agroécologique des parcelles. Alors, à travers de l'enquête, quand même, il y avait des questionnements autour de est-ce qu'il y a eu de problèmes posés par rapport à la mise en place de cette pratique de l'agriculture raisonnée. Et c'est vrai qu'il y a un changement économique qui a été observé. Ils ont vu quand même que ces itinéraires techniques qui étaient modifiés, la mise en place aussi de nouvelles pratiques et les différentes étapes, ils ont eu comme conséquence d'avoir un rendement qui n'est pas à son maximum. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que les personnes qui ont été interviewés, ils ont dit qu'ils ont atteint les points de vue qualitatifs. La qualité du vin n'était pas atteinte. Et c'est surtout les changements sociaux et les liens avec l'environnement qui étaient très satisfaisants. Et ils trouvent que c'était accompli leur but de l'agriculture raisonnée. Voilà, pour vraiment, ça a été différents savoirs qui étaient mobilisés en termes d'écologie, de pratiques culturelles. Et vraiment, ça donne un exemple comment on peut avoir une production de qualité tout en adoptant des méthodes agroécologiques. Merci beaucoup, Elena, pour cette analyse et puis pour effectivement d'avoir retranscrit la richesse de cette enquête qui, à la fois en termes de processus écologiques auxquels il se réfère et le changement de pratique et puis cette conception qui va effectivement de la parcelle jusqu'à une vision beaucoup plus large. Donc, alors bien sûr on fait ici un zoom sur quelques enquêtes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enquêtes comme tu l'as dit au début qui sont intéressantes et je vous invite vraiment à parcourir ces enquêtes. Alors en troisième oratrice, je vais passer la parole à Magali, donc enseignant-chercheur aussi à Montpellier Supagro en zootechnie. Et donc, on va peut-être parler d'une forme d'élevage, mais autre que vers de terre cette fois-ci. Voilà, alors effectivement, merci de me donner la parole. Alors, je suis minoritaire ici, parmi les enseignants-chercheurs du MOOC en zootechnie. L'élevage était aussi minoritairement abordé dans les enquêtes. Alors, ce n'est pas tout à fait un hasard parce que l'application de l'agroécologie à l'élevage et les réflexions agroécologiques en élevage sont bien plus récentes. Ceci dit, j'espère que l'agroécologie et les réflexions autour de l'agroécologie se développeront beaucoup en élevage parce que la présence d'animaux d'élevage sur les exploitations, à proximité des exploitations, démultiplie les possibilités qu'on a. Alors moi je me suis intéressée parmi les enquêtes
qui abordait des systèmes où il y avait aussi des animaux d'élevage, à une enquête en particulier autour d'un lycée agricole en Guadeloupe. Alors, il y a eu plusieurs enquêtes sur lycées agricoles et je trouve que c'est très intéressant parce que les lycées agricoles ont un positionnement spécifique qui est en fait assez stratégique, notamment quand on envisage des changements en agriculture. Les lycées agricoles, ils se positionnent en même temps comme une structure qui va produire des biens agricoles, en même temps comme une structure support de formation et en même temps comme une structure support de démonstration et d'échange avec les autres agriculteurs de la région. Et donc, de mon point de vue, les lycées agricoles ont un rôle très intéressant à jouer dans la transition agroécologique. Alors, venons-en au lycée agricole de la Guadeloupe, qui était donc décrit dans l'enquête. Donc, 31 hectares de polyculture élevage en zone périurbaine, près d'une zone industrielle. Alors, l'enquête est intéressante parce que la personne qui a fait l'enquête, en fait, nous parle beaucoup, effectivement, fait une liste de tout un tas d'initiatives qui sont mises en place. Alors, tel que c'est décrit, des initiatives qui sont plutôt dans une logique soit d'augmenter la biodiversité, ou en tout cas elles sont présentées ainsi, soit de diminuer les impacts négatifs de l'élevage ou les intrants utilisés pour l'élevage. Alors, ce qui aurait été intéressant dans l'enquête, alors je ne sais pas comment ça se passe dans le lycée agricole, mais c'est vrai que quelque part en agroécologie, ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin et effectivement d'aller jusqu'à un changement de logique. Donc on n'est pas juste en train d'essayer d'augmenter la biodiversité et de baisser les intrants, mais bien aussi de raisonner sur toutes les interactions qu'il peut y avoir entre ateliers, entre composantes du système, et c'est ça qu'on peut mettre au cœur. Alors, ces interactions entre ateliers, entre composantes, donc je vous ai dit tout à l'heure que les animaux d'élevage avaient un rôle très intéressant à jouer, donc on va y arriver. Dans le MOOC, on s'en est tenu à une vision assez simple, où effectivement les animaux étaient des consommateurs d'une part et des fertiliseurs d'autre part. Alors, dans les enquêtes, alors il y a cette enquête, il y a une autre enquête sur un lycée agricole à Wallis et Futuna. Il ne faut pas oublier que les fans, les différents résidus de récolte ou éléments non utilisés pour l'alimentation humaine des cultures sont tout à fait valorisables par le bétail, que les arbres font de l'ombre, certes, peuvent être support de pollinisateurs, mais peuvent être aussi des ressources alimentaires pour les troupeaux, notamment pour faire face aux aléas. Alors ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui est peut-être pas beaucoup décrite dans les enquêtes, mais derrière l'agroécologie, il y a aussi le fait de s'adapter continuellement, donc d'avoir une conduite adaptative. Et il y a des éléments du système qui peuvent avoir cette fonction particulière qui est d'intervenir au moment où il y a les aléas. Et typiquement, les arbres qui peuvent être des arbres foragers, peuvent être très intéressants dans cette fonction-là, par exemple pour l'alimentation du bétail. Alors, le bétail, c'est un fertilisant, mais alors dans une autre enquête là sur Wallis et Futuna, il était écrit, on a des cochons, et que faire de ces cochons en dehors des bâtiments, puisque les cochons détruisent plus qu'ils ne produisent. Alors certes, les cochons détruisent, c'est vrai, quand un cochon passe, c'est très retourné, mais est-ce que c'est pas intéressant parfois que d'avoir quelqu'un qui retourne à votre place? Donc la question, c'est de dire, mais finalement, des cochons qui retournent, alors certes, il ne faut peut-être pas leur faire visiter l'ensemble de la ferme tous les ans, etc. Mais utiliser les cochons aussi pour leur fonction de retournement des sols et de fertilisation en même temps peut tout à fait rentrer dans une dynamique de fonctionnement de la ferme, et ça peut faire partie des interactions vertueuses, on va dire, entre composantes du système. Alors, autre élément, alors qui apparaissait pas dans l'enquête, mais qui me semble intéressant de citer, c'est que là, on a le cas d'une ferme qui est dans un environnement périurbain. Et l'environnement périurbain, alors c'est bien effectivement de regarder les composantes à l'intérieur de la ferme, mais la ferme est intégrée dans un environnement, et là aussi il y a des interactions très intéressantes qui peuvent avoir lieu avec l'environnement. Et lorsqu'on est dans un milieu périurbain, on peut profiter de ce milieu périurbain. Alors on peut en profiter pour les aspects humains, effectivement, travail, échange de compétences, mais aussi sur les fonctions spécifiques des lycées agricoles qu'on citait autour de la formation, de la démonstration, et peut-être aussi de l'information du grand public.
Ça peut être intéressant sur des aspects aussi de recyclage, puisqu'on peut éventuellement mobiliser des déchets ménagers ou des déchets de jardin des zones urbaines pour faire du compost, ensuite permettant de fertiliser effectivement les sols de la ferme. Et puis, ça peut être intéressant pour la valorisation des produits. Alors, il y a un certain nombre d'enquêtes qui, après, débouchent, qui rendent compte de systèmes qui sont en vente directe. La vente directe n'est pas le débouché obligatoire de systèmes qui sont en version agroécologique. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça apporte de la valeur ajoutée au produit et ça permet donc de payer la main-d'œuvre supplémentaire qui est souvent nécessaire dans une démarche agroécologique, mais il y a d'autres possibilités. Alors, c'est sûr qu'à proximité de centres urbains, c'est très adapté à de la vente directe et pourquoi pas aller jusqu'à de la cueillette à la ferme, etc. Voilà. Donc, au final, si j'ai à conclure, je trouve ça très intéressant qu'il y ait effectivement des lycées agricoles qui ont été enquêtés. Je souhaite au lycée agricole, bonne chance pour le rôle très intéressant qu'ils ont à assumer dans les années à venir. Et pour les différents participants au MOOC, et en particulier ceux qui se sont intéressés un petit peu à l'élevage, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la démarche, des complémentarités possibles entre animaux et surface en dépassant le simple prélèvement-restitution qu'on vous a proposé en première approche. Et n'hésitez pas à dépasser aussi l'échelle de la ferme pour aller dans un petit territoire et éventuellement en direction du système alimentaire. Voilà. Et effectivement, tu nous invites là, tu invites en tout cas les acteurs de la transition agroécologique à aller vers cette question de la reconception des systèmes techniques à différentes échelles, qui est effectivement une des clés importantes. Tu as dit aussi dans ton intervention le fait que effectivement la vente directe n'est pas le seul débouché, bien sûr, de l'agroécologie. Ça renvoie à une question aussi qui est posée par Loïs, autour de quel est le lien entre agroécologie et industrie agroalimentaire. Donc ça, on y reviendra peut-être dans la partie discussion, mais ça montre bien effectivement cet impact de la filière. On disait en gros, c'est une des façons de démultiplier. Donc peut-être que dans la partie discussion, on pourra revenir là-dessus. Avant, on va passer à une quatrième enquête. Donc, je vous disais tout à l'heure, Aurélie Javel, qui avait préparé cela, a été retenue parce qu'elle était en train. Il y a eu une rupture de caténaire, donc elle est du côté de Nîmes. J'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre avant la fin. Mais alors, du coup, comme on n'est pas à une innovation pédagogique près dans ce MOOC, on a tenté un nouveau truc, qui est que Aurélie nous ayant appelé vers 15h en nous disant voilà, je suis bloqué. On lui a dit écoute, t'es bloqué dans le train, profites-en pour nous faire une petite vidéo sur ce que tu voulais dire et on va vous passer cette petite vidéo tournée sur son téléphone mobile, donc pour pouvoir profiter de ça. Donc il faut faire un tout petit peu attention parce que bien sûr la qualité n'est pas celle à laquelle on vous a habitué tout au long de ce MOOC grâce à la très bonne équipe audiovisuelle, mais les contenus sont là. Donc regardons ou écoutons ce que nous dit aussi Aurélie. Alors bonjour à tous, je fais une vidéo parce que je ne peux pas finalement être avec vous ce soir. Alors en fait de mon côté, j'ai pas choisi une seule enquête parce qu'il y en avait beaucoup de très intéressantes, donc j'ai préféré essayer de picorer un petit peu à droite à gauche quelques enquêtes qui ont traité des points qu'on a vus dans la session 1. Alors par exemple, un des points que j'ai vus, c'est la globalité et la complexité des approches induites par l'agroécologie, que ce soit d'un point de vue géographique comme thématique. Alors par exemple, on a l'exemple d'une ferme bio en Bretagne qui est décrite par Maxime, qui, je le cite, nous précise qu'il faut réfléchir système et non pas sous forme d'ateliers séparés. On a l'exemple du bassin de Vittel qui est assez connu et qui est décrit par Laurent Renard, qui nous montre une réflexion à l'échelle d'un territoire sur des problématiques socio-économiques, avec des données scientifiques, techniques et industrielles. Donc voilà, c'est un bel exemple de complexité. Un exemple également des marées vertes dans le monde entier et avec une étude plus ciblée sur la France qui montre là aussi la complexité des acteurs concernés, etc. Le deuxième thème, j'ai pas beaucoup de place donc c'est pratique. C'est qu'en fait cette approche globale va de pair avec une entrée non pas uniquement technique mais aussi sociale.
que ce soit pour des raisons personnelles, comme par exemple dans le cas des légumes d'Amandine en Corse, qui s'est installé non pas pour des questions techniques, etc., mais c'est uniquement pour trouver un moyen de vivre bien. Également, l'échelle des raisons sociales a une échelle plus large qui est l'ensemble de la société. Et là, on a l'exemple, un très bel exemple en fait de l'éducation des mouvements sociaux au Brésil par les écoles familiales agricoles. Et d'ailleurs, Chulun, j'espère que je le prononce bien, pose des questions intéressantes puisqu'il demande par exemple si on n'arrive pas, si il n'arrive pas au Brésil à un palier de diffusion des valeurs sociales de l'agroécologie. Et il se demande en fait si la diffusion de l'agroécologie ne pourrait pas se faire par des entrées économiques qui là intéressent plus certains agriculteurs. Il a une deuxième question qu'il pose, plutôt une assertion, c'est que dans les écoles d'écrite, le prof doit être militant. Et ça, je voulais en parler parce que je trouve qu'en France, ça ouvre de grands débats, donc ce serait assez intéressant de se questionner sur ce point-là. Le troisième thème qui était traité, c'est évidemment les relations avec la terre. C'est un point qui revient très souvent, avec le terme, là je cite, « respecter la terre » qui revient dans plusieurs études. Alors évidemment, on a l'exemple de la Pachamama en Équateur, et là qui est extrêmement intéressante, parce qu'en fait, ça renvoie à tous les enjeux d'éco-philosophie et de droit de l'environnement, puisque en Équateur, mais aussi en Bolivie, il y a des constitutions qui posent le droit au respect de la Pachamama, et qui est, et ça on l'oublie aussi un peu en France, qui est là où se fait la vie, c'est-à-dire les aspects positifs comme les aspects négatifs aussi, c'est-à-dire les éruptions volcaniques, les tsunamis, enfin voilà, pas que le positif. Voilà. Alors par contre, ce qui est également intéressant et qui mériterait un développement, c'est de savoir quelle place est effectivement donnée aux éléments de nature, c'est-à-dire on leur donne des droits, mais quels droits ils peuvent effectivement solliciter. Et ça, c'est des questions de droit de l'environnement. Un autre thème, c'est celui de l'observation qui revient très très souvent avec les personnes qui vont enquêter des agriculteurs et qui disent qu'en fait ils observent leurs fermes, les actions écologiques, comme par exemple Monsieur Fontaine à La Réunion, et ça va de pair avec le fait de refaire confiance à ces observations, ça comme on l'a vu dans la session 1. Et enfin, le dernier point, je suis un petit peu longue, ce sont les savoirs bien évidemment. À la fois dans leur hybridation, comme dans la transmission, là aussi, qui ont été traités par de nombreuses études en Équateur, donc avec le cas des vergers, où en fait il y a des savoirs qui sont transmis depuis 7 générations, et la question de la transmission que j'ai noté être orale, sur le terrain, avec des vidéos. On a par exemple le cas de l'exploitation de lycée agricole de la Guadeloupe, qui montre un cas de désherbineuse, et académique également. Donc voilà, donc avec des beaux exemples de transmission intergénérationnelle, avec le Studio D Asso, le Studio D, pardon, qui est une association qui met en commun des savoirs et qui réfléchit à la transmission à différentes échelles, que ce soit par l'association elle-même, avec des chantiers participatifs ou des ateliers, ou par des politiques, avec des conférences ou des visites. Donc ils montrent déjà les différentes possibilités qui existent. Voilà, je vais arrêter là, je suis déjà trop longue, et n'hésitez pas à communiquer par le forum si c'est encore possible. Voilà, à très bientôt. Voilà, donc merci à Aurélie pour s'être prêtée à cet exercice-là. Donc bien sûr, on pourra continuer à communiquer par les forums jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à continuer, on y reviendra après. Alors après avoir dématérialisé Aurélie, on a réussi à matérialiser un Moukasien, ce qui est quand même une prouesse technique. Donc avec Xavier Dubreuc, donc qui a suivi le MOOC, qui habite autour de Montpellier et qui a fait une enquête. Et donc du coup l'idée pour la dernière enquête, ça va être de le faire à deux voix, c'est-à-dire à la fois Xavier va présenter son enquête en 2 minutes et puis j'apporterai quelques éléments d'analyse ou de commentaires de ce que vous avez fait. Très bien. Donc je m'appelle Xavier Dubreuc.
Je m'appelle Xavier Dubreuil, donc je suis technicien conseiller en maraîchage dans la région, donc sud de la France métropolitaine. J'ai fait une étude, on va dire que je suis passé directement à la séquence 3 en faisant une étude de mise en application des moyens, des techniques agroécologiques dans un système maraîcher, avec comme préoccupation d'essayer d'évaluer un système qui serait autonome en azote et en paille sur une exploitation maraîchère, donc avec aucun apport extérieur. Voilà. Donc, j'ai étudié l'azote et la paille. Alors d'abord, pourquoi la paille? Donc, oui, d'abord dire que mon enquête elle est largement inspirée du travail d'un maraîcher qui s'appelle François Mulette en Normandie et qui cultive depuis plusieurs années avec des apports massifs de paille, au moins 25 tonnes par an, et il observe au fil des années une amélioration de sa fertilité. Et il dit même que ça pousse tout seul depuis qu'il a apporté toute cette paille. Et du coup, en m'inspirant de son travail, j'ai pensé que ça serait bien d'étudier, en termes de notion de bilan, pourquoi ça pousse aussi bien. Est-ce que ce n'est pas tout simplement grâce à l'azote qu'il y a dans la paille? Après tout, il y en a un peu. Et du coup, mon étude, je l'ai faite en me basant là-dessus. Voilà, donc j'ai imaginé un système maraîcher et que j'ai essayé d'évaluer. Alors la paille, pourquoi? Alors d'abord pour compenser le manque d'apport de lignine cellulose des cultures de légumes, puisqu'elle ne laisse quasiment aucun résidu de récolte intéressant pour l'entretien du niveau d'humus dans les sols. Ensuite, pour protéger des intempéries, contre l'évaporation, pour nourrir la vie du sol, pour amender le sol en organique, la paille, pour gêner les adventices. Et donc, après avoir étudié un certain nombre de plantes qui produisent de la paille, j'ai choisi le sorgho papetier, qui est une plante géante qui produit des biomasses fabuleuses, de l'ordre de 30 tonnes hectares de matière sèche par an, ce qui, pour la région sud de France, sans manque d'eau, puisque mon système il est basé sur un système irrigué, la production de biomasse me paraissait extrêmement intéressante avec cette plante que j'ai donc sélectionnée dans mon enquête. Ensuite, au niveau de l'azote, l'azote c'est un facteur limitant central dans la fertilité. Et donc, évidemment, j'ai introduit dans le système des légumineuses en interculture hivernale. Après avoir étudié la question, j'ai pensé que le mieux, c'était que ces intercultures soient hivernales. Et donc, j'ai choisi la févrole et les biomax légumineuses, qui sont en principe ceux qui produisent le plus d'azote. Voilà. Et j'ai aussi imaginé de pouvoir cultiver la luzerne sous couvert végétal dans la culture du sorgho papetier, justement, pour essayer d'améliorer un peu plus cette production d'azote. Donc j'ai fait une méthode de bilan, c'est un peu comptable, un peu mathématique, en comptant ce qui entre dans le système. En termes d'azote, c'est l'azote capté par les légumineuses. Et ce qui sort du système, c'est la vente des légumes. Voilà. Et au sujet de la paille, même chose, j'ai évalué la quantité de paille qui était nécessaire pour pailler une culture de légumes. Et donc, après avoir étudié tout ça, je conclus que le système peut fonctionner avec une rotation 2-2, c'est-à-dire 2 cultures de légumes, 2 années de légumes, suivies par 2 années de culture de sorgho sous couvert végétal, et enfin sous couvert avec de la luzerne, et systématiquement des légumineuses en hiver. Voilà. Et donc, dans ma conclusion, je constate donc qu'il y a 50% de la surface qui est mobilisée pour autre chose que de la production commerciale. C'est beaucoup. Et que j'estime aussi, dans la réflexion très technique et agronomique, c'est qu'après quelques années, il y aura une augmentation de l'humus et donc de la minéralisation, ce qui doit conduire à un niveau d'azote qui monte trop peut-être et qui nécessite d'intensifier un peu moins la présence des légumineuses. Voilà, c'est tout. Voilà.
Merci beaucoup Xavier pour cette présentation. Alors c'est vrai que moi ce qui m'a intéressé dans cette enquête, alors qui est un petit peu atypique par rapport aux autres enquêtes, puisque à la fois finalement vous avez pas enquêté, enfin vous avez enquêté à partir, vous êtes parti de ce que faisait un agriculteur qui vous posait question, et à partir de ça vous avez imaginé comment concevoir finalement un autre système qui permettrait, enfin ou de nouveaux systèmes qui permettraient de valoriser la paille et l'azote. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous vous intéressez à des cultures légumières de plein champ, qui sont des systèmes très intensifs, généralement, et qui ne sont pas les premiers que l'on cite comme des bons exemples d'agroécologie. Et ça renvoie à des débats qu'on a eu déjà lors de la première séquence, en disant finalement, est-ce qu'on peut dire par exemple que le hors-sol sont des systèmes agroécologiques, etc. Et la manière dont on a contourné cette difficulté-là, la question n'est pas de savoir si quelque chose est agroécologique ou pas, mais de savoir pour tous les systèmes comment on peut imaginer une réflexion agroécologique, voire une transition agroécologique de ces systèmes-là. Et vous prenez finalement des systèmes qui sont sans doute les plus difficiles à agroécologiser, j'allais dire, et voilà, l'enjeu est intéressant. Et pour faire ça, finalement, pour avancer cette idée de se dire il faut jouer sur la biomasse et sur l'azote, finalement, et derrière sur l'activité biologique du sol, enfin sur le mulch, j'allais dire, et sur l'azote, qui est une idée effectivement intéressante, vous êtes obligé de tout reconcevoir le système. Et avec, vous le verrez dans l'enquête, des calculs effectivement extrêmement précis qui permettent de dire, ben voici quel est le nombre de kilos d'azote que je peux récupérer, et cette conclusion de se dire ben, la moitié de ma surface va plus être productive si je veux aller au bout de cette logique-là. Alors après, évidemment, ça se discute, est-ce que c'est acceptable ou pas de dédier la moitié de la surface à faire de la paille et de l'azote, mais en même temps, d'avoir cette étude menée jusqu'au bout, ça permet d'avoir les arguments techniques, économiques et écologique, j'allais dire, à travers les processus qui permet d'argumenter, de savoir comment l'adapter à telle ou telle situation. Donc ça, j'ai trouvé voilà, que cet exercice-là était vraiment, vraiment intéressant. Alors, j'ai profité encore 2 minutes de votre présence parce qu'il y a une question qui a été posée. C'était pas prévu, hein, donc je suis désolé mais qui me semble, sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis. Donc la question c'est, dans les exemples cités, l'agroécologie semble super bien fonctionner. Et ça c'est vrai qu'en général vous avez choisi des enquêtes où tout va bien. Alors avec le petit bémol, vous disiez oui mais on a 50% de la surface qui ne produit plus, donc ça fonctionne parfois pas tout à fait super bien. Mais c'est vrai que beaucoup d'enquêtes sont très optimistes sur l'agroécologie et parfois on fait beaucoup de success stories dans les enquêtes. Ça serait aussi intéressant de faire des enquêtes sur des échecs de l'agroécologie mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Parfois les échecs sont au moins aussi instructifs que les réussites. Et du coup la question c'est ne manque-t-il pas finalement des références? Alors voilà, pourtant dans la pratique l'agroécologie ne décolle pas beaucoup en maraîchage. Donc voilà, en tant que technicien spécialiste de maraîchage, j'aimerais bien avoir votre avis, surtout par rapport à la question, ne manque-t-il pas finalement des références sur les techniques applicables par rapport à l'agroécologie en maraîchage? Donc d'abord, c'est vrai que ça décolle pas vite, mais ça décolle essentiellement chez des petits maraîchers diversifiés en vente directe, où là, ils se sont même un peu regroupés autour d'une association qui s'appelle MSV, Maraîchage Sol Vivant, dont François Mulette est le président justement. Donc il y a déjà des agriculteurs qui se fédèrent dans ce sens-là pour échanger. Et ensuite, d'un point de vue acquisition des références, évidemment il en manque énormément. Cela dit, le GRAB et Atelier Pré-Paysan, ils ont attaqué depuis 1 an ou 2 des programmes pour justement acquérir des références dans le domaine du maraîchage. Merci beaucoup. Et puis j'ajouterais aussi qu'un des lieux, je trouve, de créativité et de création de références autour de l'agroécologie et maraîchage sont autour du maraîchage urbain et périurbain, où là on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectivement et qui permettent de créer ces références-là. Autre chose, mais on y reviendra aussi, mais peut-être parce que là, vous voyez que progressivement, je passe dans la partie peut-être plus discussion. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc, on vous passera le message. Xavier, je vais vous embaucher pour un autre travail au passage. Si vous pouvez faire annoncer... Ah, pardon, Jean-Louis va s'occuper de ça, donc merci. Merci beaucoup Jean-Louis. Pour faire passer le micro dans la salle pour ceux qui ont éventuellement des questions à poser par rapport aux différentes interventions que nous avons eues ici.
ne manque-t-il pas des références? Est-ce que l'une ou l'autre voudrait rajouter quelque chose? Alors, dans le cas du maraîchage, mais cette question de dire, la question des références pour faire de l'agroécologie, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y a vraiment une difficulté spécifique là-dessus? C'est une question difficile. Magali. Alors, quand on s'intéresse à l'élevage et l'agroécologie en élevage, on est très très vite à l'échelle du système de production. Donc à l'échelle du système de production, c'est très très compliqué d'émettre des références, parce que sinon on tombe effectivement très vite dans le système modèle qu'on va exporter tel que, etc. Pour autant, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir une idée de quelle est l'ampleur de l'impact de si je modifie effectivement ça dans tel élément de la conduite, je sais pas, dans les traitements phyto, dans la fertilisation, dans l'alimentation de mes animaux, qu'est-ce qui se passe? Donc peut-être que ce terme de référence, il faut le situer au bon endroit. C'est-à-dire, c'est peut-être des connaissances finalement sur les réponses d'éléments du système à tel ou tel type de conduite, réponses qui forcément seront légèrement différentes selon où on se trouve. Mais dès qu'on grimpe, qu'on prend du recul et qu'on grimpe vers l'échelle du système, c'est de plus en plus compliqué de donner des références, puisque par principe, il n'y a pas de modèle agroécologique. Voilà. Ouais, effectivement, ça je pense que c'est un élément clé de l'agroécologie. On l'a vu et tout au long du MOOC, cette difficulté de dire l'agroécologie n'est pas une solution que l'on peut appliquer et que l'on peut mettre en œuvre de manière automatique. Et derrière la question des références, il y a ça, c'est-à-dire que ce passage entre référence et connaissance, capacité à raisonner, capacité à comprendre ce qui se fait à un endroit et à imaginer comment on peut le faire ailleurs, comme l'a fait Xavier dans son enquête par exemple, va être un élément clé de l'agroécologie. Claire. Oui, merci. Moi, cette question des références me fait beaucoup penser, par rapport à l'écologie du sol, en tout cas à la question des indicateurs. Aurélie parlait de l'observation des systèmes pour les améliorer, pour trouver des solutions qui sont adaptées à un contexte. Et encore faut-il avoir justement les outils d'observation et de comparaison des systèmes. Et en ce qui concerne l'écologie du sol, c'est encore un vaste champ de travail d'acquérir à la fois les références sur les valeurs de tout un tas de choses qu'on est susceptible d'observer et les bons indicateurs, ceux qui ont le plus de sens par rapport au raisonnement technique des pratiques. Donc j'ai parlé rapidement de la diversité incroyable en fait qu'il y a. Je parle toujours du sol, hein, mais tu es là pour ça. Dans les types de sol et puis dans les organismes de sol et du coup dans les interactions multiples qu'il y a entre les organismes et les sols eux-mêmes. Donc quand on est face à une telle diversité, ça devient très difficile d'acquérir toutes les références nécessaires pour interpréter les observations. Mais ça vient avec, grâce à l'appui de tous. Un défi effectivement pour la recherche et la connaissance là-dessus. Elena ? Moi, je voulais juste ajouter que les références, je pense, vont venir très bientôt, dans les années, dans les prochaines années. On a vu dans les lives de la séquence 2, on a parlé de temporalité et on a parlé de GI2E, des groupements d'intérêt écologique et environnemental. Et on est tout dedans. Il y a déjà la première vague de projets qui a été évaluée. Aujourd'hui, c'était la deuxième vague. Et il y aura des projets qui vont être labellisés agroécologiques. Et on va voir dans les prochaines années qu'est-ce que ça donne. Et je pense que ça sera de vraies références de projets innovants agroécologiques. Et ça peut il y a pas mal de projets d'élevage, de grandes cultures, de vignes. Et ça va servir aussi de références et leur faisabilité économique. Et c'est quelque chose que ça va venir vraiment très bientôt. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? 2 déjà. Merci. Bonjour, je m'appelle Jérémy. J'aurais une question pour Xavier. Ça serait au niveau de l'étude que vous nous avez citée. Donc, vous parlez donc de mettre des pailles intégrées au sol et ainsi que de la luzerne. C'est vrai que j'ai pu voir ça aussi, et la dégradation des pailles dans le sol en fait requiert pas mal d'azote. Donc est-ce que le fait d'intégrer des pailles et de la luzerne mettant beaucoup de matière en fait à dégrader, est-ce que ça peut pas créer une fin d'azote
dans le sol et du coup avoir un... Alors oui, alors d'abord, une petite précision, je n'ai pas parlé d'intégration de la paille, mais de la paille posée sur le sol. Ça fait une différence, ça génère moins de fin d'azote, puisqu'il y a moins de paille en contact avec le sol, donc il y a beaucoup moins d'azote. En tout cas, l'azote qui est prélevé dans le sol, il se fait de plus progressivement, de façon plus étalée. Ensuite, la luzerne, elle est censée laisser dans le sol beaucoup d'azote, et c'est justement cette présence de luzerne ou des légumineuses que j'ai décidé d'installer dans mon système qui fournira cet azote. Mais effectivement, dans mes calculs, j'imagine que dans les 2 ou 3 premières années, il y aura quand même des fins en azote qui nécessitent des apports extérieurs. Voilà. Une autre question un peu, voilà, sur la même rangée, un peu plus loin. Oui, par rapport à la question se pose par rapport à l'ombriculture. En fait, sur ce système, si j'ai bien compris, c'est quelque chose, c'est le fer, carrément le fer qui est commercialisé, qui est ensemencé, disons, dans le sol. En fait, chez nous, notre expérience par rapport à la lombriculture, c'est de valoriser le fer pour le compostage, en fait, de la matière organique, pour améliorer la qualité de la matière organique. Mais cet aspect-là, c'est plus d'informations là-dessus. Oui. Et juste, je complète effectivement la question de Taïn par une question qui est sur Internet, sur finalement, est-ce que tous les vers de terre ont la même action? C'est Nicolas qui pose cette question, donc voilà, ça te fait 2 questions. Super, merci, ça me permet de préciser. Donc effectivement, dans l'exemple de l'enquête de la lombriculture, c'était des vers à compost. Donc c'est les vers qui sont cultivés, qui sont élevés, c'est des vers qui sont ensuite utilisés dans des dispositifs de compostage pour recycler des déchets, en fait des déchets verts essentiellement des villes, et puis aussi des déchets du compost de citoyens de la ville qui ont un lombricomposteur chez eux. Donc les vers dont il était question dans l'enquête, ce sont bien des vers de compost. Par contre, l'auteur disait ce serait intéressant d'utiliser des vers directement dans les champs en inoculant des vers pour tous leurs effets bénéfiques sur le système. Alors, ça m'amène à la question des différents types de vers et de leurs différentes actions. En fait, si on prend les vers des lombricomposteurs et qu'on les met dans le sol, on n'a pas du tout un impact sur le travail du sol. On n'a pas une structuration, une amélioration de la structure du sol, parce que ce ne sont pas ces vers-là qui font ce travail-là. Les vers de compost vivent dans de la matière organique et ils ne vont pas être contents si on les met dans de la terre. Voilà, dans la terre, on a d'autres types de vers, donc notamment il y a des vers anéciques, des vers endogés, qui ont une autre fonction et qui, eux, en fait, digèrent la matière organique qui est contenue dans la terre, ou de la matière organique qu'ils vont chercher en surface et qui mélangent avec la terre. Et eux, ces vers-là, pour se nourrir, ils se déplacent et ils créent beaucoup de bioturbation et ils améliorent la structure du sol. Donc, quand je disais qu'il y a une diversité d'espèces de vers, il y a aussi une diversité d'effets et d'impacts. Et donc, on peut espérer justement associer en fait différentes espèces pour bénéficier d'effets complémentaires dans les agroécosystèmes. Et j'en profite aussi pour mentionner par rapport à ça une ressource numérique auquel tu as contribué et qui va bientôt sortir, qui est une ressource qui a été créée dans le cadre de l'UVEL, l'Université virtuelle environnement et développement durable, donc portée par Montpellier Supagro, autour des services écosystémiques des sols et des processus écologiques. Et effectivement, dans cette ressource, cette activité de bioturbation et l'évolution de la structure du sol est décrite beaucoup plus en détail qu'on peut le faire bien sûr dans un MOOC qui se fait en un temps beaucoup plus court. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Parce qu'on va... Ah. Donc en fait, j'ai une question à poser à ma voisine, puisqu'elle m'a glissé dans l'oreille. Pourquoi dans mon système, ça serait bien s'il y avait des bêtes pour manger la luzerne, c'est ça? Ouais. Et du coup, j'ai une question qui relève la notion de bilan dans l'agronomie. C'est est-ce qu'une bête qui va manger... ma luzerne et qui va déféquer sur place, ça n'apporte rien, puisque cette luzerne, elle se serait décomposée et son contenu en termes d'azote ou tous les nutriments aurait de toute façon été restitué au sol.
Alors, mis à part le fait de produire de la viande ou des œufs ou du lait, est-ce qu'il y a un intérêt particulier à faire pâturer les bêtes plutôt que de laisser les végétaux sur le sol? Alors, merci pour la question. D'abord, merci pour l'intérêt. Alors, déjà, je précise, ça ne voulait pas forcément dire vous acheter des bêtes, mais éventuellement se mettre d'accord avec un voisin qui viendrait pâturer. Hein. Effectivement, si on fait un bilan apparent, ça ne change rien. Alors après, moi, je ne suis pas une spécialiste du sol. Par contre, moi, je travaille avant tout sur le pastoralisme et sur la gestion des milieux exclusivement par le pâturage. Et je peux vous dire qu'une zone pâturée, elle devient, au fur et à mesure des pâturages, si le pâturage est bien géré, de plus en plus fertile. Et une zone qui n'est pas pâturée, voilà. Alors, la différence, bon, ce qu'on explique, en fait, c'est que, en gros, ce qui est restitué par les animaux n'a pas du tout la même composition que ce qui était là avant. Et en plus, le pâturage par les animaux va limiter les tissus lignifiés sur les plantes, puisqu'il va y avoir essentiellement effectivement des repousses. Et donc, lorsqu'il y a pâturage par les animaux, non seulement il y a une part de la biomasse produite qui est restituée sous une forme en fait plus biodégradable que les végétaux de base, mais en plus, la biomasse végétale qui peut être restituée directement au sol est potentiellement plus digestible également. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Ça dépasse mes compétences. Merci beaucoup. Donc on va arrêter cette période d'échange et de discussion pour pas durer trop longtemps au niveau du live. Je voudrais juste dire ces échanges qui ont eu lieu tout au long du MOOC ont été je trouve d'une richesse incroyable. Enfin voilà, nous on découvre aussi ces nouvelles formes d'enseignement. C'est la première fois qu'on fait un MOOC et de lire voilà, ce qui s'est passé sur les forums, ce qui s'est passé sur tous les groupes de discussion Mahara. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, à la fois finalement pour vous, pour les participants, on voit que ça a été un lieu de formation, j'allais dire tout aussi important que ce qu'on a pu vous apporter en termes de contenu pédagogique ou d'exercice, mais également pour nous ça a été extrêmement stimulant pour l'équipe pédagogique de voir effectivement les questions, tout ce que vous posiez, et puis voilà, les remarques que vous faisiez et nous ont beaucoup plu aussi. Alors on voudrait juste vous passer une petite vidéo d'un des Mookasiens qui a fait une vidéo à la fois pour dire sa satisfaction et pour nous remercier. Donc c'était voilà, je vous laisse la découvrir. Donc ce MOOC sur l'agroécologie se termine. J'ai passé vraiment 4 semaines à découvrir pas mal de choses en fait, notamment sur les aspects historiques, les aspects sociaux, les différents mouvements qui existent en agroécologie. Et puis j'ai aussi pu mettre un nom sur des pratiques que j'utilise en trophiculture. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sans le savoir vraiment, je pratiquais l'agroécologie lors de ma production de truffes. Et il est tout à fait possible de rendre cette production, qui est déjà assez respectueuse de l'environnement, parce que très peu de gens utilisent des produits phytosanitaires, de la rendre encore plus agroécologique. Donc merci à tous les formateurs, merci de nous avoir proposé ce MOOC, c'était vraiment génial, merci. Enfin, je voudrais également lire la conclusion de l'enquête de Bernard. Ce MOOC m'a permis de découvrir l'agroécologie. L'idée était vague au début, elle s'est construite petit à petit et la vision que je peux en avoir maintenant a complètement changé. Cela est très perceptible au niveau de l'enquête, car la conclusion que je peux en tirer est loin de ce que je pouvais imaginer au début. Je remercie toute l'équipe pédagogique qui a réalisé ce MOOC avec son contenu et sa méthode. Félicitations aussi à tous les participants. En ce qui me concerne, l'objectif est atteint, mon regard a changé et l'analyse est désormais plus pointue. Il ne me reste plus qu'à approfondir les connaissances que vous nous avez données, le travail ne fait que commencer. Voilà, c'est le genre de choses, c'est vrai qu'en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, ça fait très plaisir de voir à la fois qu'à travers ce MOOC, bien sûr, c'est des connaissances, c'est des acquisitions de connaissances, mais c'est également des déplacements de points de vue, des déplacements de perspective. On a vraiment cherché à le construire comme ça et de voir cela, c'est important.
L'autre chose qui est importante, c'est que ce MOOC, c'est une mise en mouvement, c'est-à-dire qu'on le perçoit, il y a une communauté, il y a une dynamique qui se crée à travers les groupes d'échange, et que quand Bernard dit le travail ne fait que commencer, effectivement, c'est le cas, et ça m'amène à vous parler de finalement l'après-MOOC, parce qu'il y a eu beaucoup de questions aussi cette semaine autour de, voilà, maintenant on arrive à la fin, comment ça va se poursuivre. Alors, plusieurs éléments là-dessus. Première chose, on l'a annoncé cette semaine dans les contenus, on va mettre en place un portail de ressources pédagogiques numériques sur l'agroécologie. Donc pour permettre à tous les participants qui veulent continuer, qui veulent apprendre, qui veulent en savoir plus, on parlait de la ressource qui va sortir là en décembre, et d'autres ressources qui existent actuellement, donc de pouvoir continuer cette formation, d'aller plus loin. D'autre part, il va y avoir une saison 2 du MOOC en 2016, donc... C'est le MOOC, le même, mais un petit peu différent, c'est-à-dire qu'à la fois on va profiter de toutes les améliorations qu'on va pouvoir apporter à ce MOOC, donc à la fois à travers notre expérience, à travers les réponses que vous allez faire à l'enquête de satisfaction du MOOC. Donc vraiment, donnez-nous tous les éléments qui vous semblent importants, ça va nous aider à améliorer cette version. Et puis pour une nouvelle session qui va aussi avoir des contenus nouveaux, à la fois de nouvelles, pour la séquence 3, de nouvelles situations de mise en œuvre. Il y en a deux là qui sont sur le feu, l'une sur l'agriculture de conservation, l'autre sur les vergers, mais d'autres encore vont arriver, ce qui vont permettre d'enrichir finalement ces contenus, et n'hésitez pas finalement à vous réinscrire si vous souhaitez poursuivre l'aventure sur d'autres contenus. Et puis aussi, quelque chose d'important, c'est que beaucoup de questions aussi ont porté sur, ok, mais maintenant comment faire pour accompagner la transition pour aller vers la transition agroécologique. Et en fait, on va rajouter un nouveau module autour de cette question de la transition agroécologique, c'est-à-dire quels sont les leviers, et notamment au niveau des politiques publiques, au niveau des leviers collectifs pour pouvoir accompagner et orienter cette transition agroécologique. Ça manque aujourd'hui dans le MOOC, et donc on a deux collègues de Supagro, une enseignante en économie et un autre en sociologie, qui vont animer finalement un groupe qui va permettre de construire ce nouveau module pour la prochaine session du MOOC. Donc voilà, le MOOC continue, vit, s'améliore. On aura également une version anglaise pour l'automne 2016, donc, qui va nous permettre aussi de toucher un autre public plus anglophone. Donc voilà, comme je dis, l'aventure ne fait que commencer. Voilà, je voudrais finir ce live par vous présenter l'équipe finalement de cette aventure, parce que c'est vraiment important, c'est aussi une aventure humaine. Donc à la fois les enseignants-chercheurs qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, donc on en a, donc Aurélie Javel n'est pas encore arrivée, le caténaire a décidément été gravement endommagé, mais je cite également donc Aurélie Mété qui n'a pas pu se joindre à nous, Antoine Gardarin d'AgroParisTech, Laurent Bédoussac aussi de l'ENFA, Véronique Lucas, Nathalie Becker, voilà, tous et toutes ont vraiment contribué à faire ce MOOC. Mais je voudrais aussi faire un zoom sur ceux que l'on ne voit pas ou peu dans ces lives, on en voit deux là sur les côtés qui sont régulièrement là, qui essaient d'être discrets, mais qu'on arrive à voir dans les caméras vidéo. Mais voilà, je voudrais déjà commencer par ceux qu'on voit vraiment pas du tout, c'est ceux qui sont en régie. Donc je ne sais pas si Thierry, tu peux brancher la caméra de régie pour tous ceux qui nous suivent, et donc pour qu'ils puissent découvrir finalement les deux personnes clés. Donc à la fois Thierry Delaunay qui est aux manettes par rapport à tous ces lives, mais qui a aussi beaucoup contribué à la réalisation des vidéos. Plus de 50 vidéos ont été réalisées au cours du MOOC, et Thierry a été un artisan de cela. Et également Élie qui est en régie, donc qui a aussi beaucoup travaillé sur ses contenus audiovisuels. Et puis je dois vous le dire, voilà, Élie c'est le papa d'Archibald, celui par qui la plume, sous la plume de qui, alors je ne sais pas si c'est la plume ou la souris, mais Archibald est né. Et chaque semaine, il nous a régalé avec ses petits dessins humoristiques, avec cette vision d'Archibald qui a vraiment donné une identité visuelle qui est, je trouve, vraiment intéressante à ce MOOC. Et donc, grand merci à vous deux et pour ce que vous avez fait. Je voudrais aussi donc remercier ceux qui ne sont pas là. Donc Gilles qui a été vraiment très, très actif par rapport à la relecture, à la finalisation des documents. Isabelle qui s'occupe finalement de toute la gestion administrative du projet qui porte le MOOC. Christelle
également, et Cynthia, qui sont au partenariat et à la gestion de projet, parce que derrière un MOOC, effectivement, c'est beaucoup de partenaires, c'est des projets, c'est des finances à pouvoir gérer. Et puis, donc, appeler maintenant sur scène tous ceux qui sont là et qui vont nous accompagner. Alors avec Sarah au premier plan, donc, qui distribue aussi quelque chose que l'on a construit à partir des créations d'Eli, qui sont effectivement ces t-shirts du MOOC agroécologie, alors que je montre là et qui seront distribués effectivement à tous ces participants actifs du MOOC. Donc voilà, pour vous remercier de cela. Donc voilà, j'appelle et puis je voudrais vous présenter donc ces artisans du MOOC. Alors, on va commencer par Sébastien. Donc Sébastien en informatique, effectivement derrière le MOOC, on l'a vu, il y a eu des pannes informatiques. Alors c'était pas, elle relevait de la plateforme Fun, donc on y est pour rien. Mais il y a eu aussi des ressources de Supagro dédiées sur le MOOC pour la plateforme Mahara, pour les bases de données. Et Sébastien, tu as été vraiment l'artisan de ça, de faire en sorte que ça marche bien. Et ça a vraiment très bien marché tout au long du MOOC. Donc merci et bravo. Je voulais également vous présenter Jean-Louis. Donc Jean-Louis est le chef du service audiovisuel et multimédia de Montpellier Supagro, donc qui coordonne ces équipes-là. Et je veux dire, grâce à toi et à ton implication, finalement, on a pu avoir une réactivité dans ce MOOC et une mobilisation de toutes les énergies, de toutes les compétences qui ont été vraiment, vraiment très efficaces et très, très intéressantes. Donc, il y avait des moments où c'était chaud, hein, je vous l'avoue, on a tous été à fond, on découvrait, il y a eu beaucoup de choses à faire, mais voilà, grâce à cette direction et puis à l'activité de tous, ça a été vraiment quelque chose qui a finalement pu marcher. À gauche de Jean-Louis, je me décale un peu, Julien, notre community manager qui s'est chargé à la fois de la communication tout au long de cette session du MOOC, à travers les lettres qui vous étaient envoyées chaque semaine, à travers la rédaction, et à travers aussi suivre l'activité sur les forums, sur les réseaux sociaux, des choses qui me sont, je dois l'avouer, assez étrangères. Mais voilà, tu as su faire ça avec maestria et puis nous communiquer finalement les réponses, enfin les questions que vous posiez, nous faire des synthèses, etc. Et ça a été vraiment, on le voit, il y a une communauté extrêmement active et finalement ton implication en tant que community manager a permis de faire aussi de faire vivre cette communauté. Donc grand merci à toi. Voilà, alors on te laisse venir. Je finis, mais après on va pouvoir avoir l'incarnation d'Aurélie Javel qui nous arrive après l'image virtuelle. Anne, voilà, qui a été notre éditrice web tout au long de cette séquence. Anne qui a travaillé finalement sur le contenu, à la fois la charte graphique, mais également tout le travail pour faire en sorte que finalement ces contenus qui ont été écrits par des enseignants, par des chercheurs, puissent être beaucoup plus accessibles et facilement intégrables. C'est vraiment un gros travail, quelque chose qui était nouveau pour nous d'aller effectivement vers cette édition web. Je dois dire que Anne aussi, en tant que journaliste, a beaucoup contribué à l'enquête et à la définition du cadre et comment vous guider pas à pas pour réaliser l'enquête. Et je veux dire, le succès des enquêtes telles qu'on l'a pu le discuter aujourd'hui te doit beaucoup. Donc un grand merci par rapport à ça. Juste à droite d'Anne, on a Lila, ingénieur pédagogique. Donc voilà, les ingénieurs pédagogiques sont des artisans clés de ce qui se trame dans ce type d'enseignement. Donc Lila a beaucoup contribué effectivement à la fois à la création des ressources, à la médiatisation des ressources, à l'interaction avec les enseignants-chercheurs pour les aider à aller vers ces notions vagues pour nous que sont la granularisation, la scénarisation, etc. Donc on a dû être accompagnés et voilà, grâce à Lila. Et puis je finis par Sarah, ingénieure pédagogique aussi, la clé de voûte de tout ce MOOC, celle par qui rien ne serait possible. Donc ça, voilà, un grand merci à toi parce que à la fois tu as assuré effectivement cette fonction d'ingénierie pédagogique et d'interface entre les enseignants, et on l'a vu, les différentes compétences et les différents corps de métier, j'allais dire, qui sont à l'œuvre autour du MOOC et qui sont nécessaires pour pouvoir faire ce type de produit finalement. Et puis, en tant que gestion de gestion de projet, de faire en sorte que les échéances soient remplies, qu'on puisse arriver à avoir un produit de qualité. Donc voilà, un grand merci et bravo pour tout ça.
Voilà, donc je voudrais terminer en remerciant toutes les institutions aussi qui ont permis de rendre ce MOOC possible. Alors bien sûr, Montpellier Supagro qui a été leader et un artisan principal de ce MOOC, mais aussi AgroParisTech, l'INRA, le CIRAD, l'ENFA, l'IRD, donc Institut à la fois de recherche et d'enseignement qui ont contribué, le Muséum d'histoire naturelle également. Je voudrais revenir également sur quelque chose qui a été important, qui a été le soutien d'Agrinium et de l'IAVFF. Et je voudrais donner la parole à Philippe Prévost aussi, qui ne pouvait pas se joindre à nous et qui a donc, en suivant l'exemple d'Aurélie, mais lui pas dans le train, c'était un peu plus facile, nous a envoyé une petite vidéo pour vous présenter effectivement ce qu'est Agrinium et les ambitions par rapport à cela. Bonjour. Merci Stéphane de me laisser ce petit moment de parole pendant ce moment conclusif du MOOC agroécologie. C'est pour moi un grand plaisir de pouvoir être là avec vous. Alors je pense que j'aurais quand même aimé un peu de présentiel aujourd'hui puisque j'ai bien compris qu'après ce moment il y avait de la dégustation et là le distanciel ne le permet pas. Mais bon voilà, je dois assurer ma multi-mobilité. Donc je m'appelle Philippe Prévost, je suis le directeur de l'enseignement numérique de l'Institut Agrinium, donc cet établissement de coopération qui regroupe l'ensemble des organismes de recherche et d'enseignement supérieur, agronomique, vétérinaire et forestier de France. Et donc nous sommes tous ensemble et avons décidé de monter une université numérique dans le domaine des agrosciences et des sciences vétérinaires. Et le MOOC agroécologie est le premier cours qui a été fait dans ce cadre-là. Et je dois dire que c'est une réussite. Et donc toutes mes félicitations à Montpellier Supagro qui a été le maître d'œuvre de toutes les opérations, et donc bravo à l'équipe pédagogique, d'abord celle de Montpellier Supagro, mais aussi des enseignants des autres établissements qui ont participé, et puis également merci à l'ensemble des personnels des services ressources pédagogiques et numériques de Montpellier Supagro que je connais bien, qui a aussi beaucoup œuvré pour faire de ce MOOC, me semble-t-il, un cours de grande qualité. En tout cas, moi je trouve que la pédagogie qui a été utilisée est vraiment dans l'esprit de ce que l'on veut faire au sein de l'université numérique. Et je suis très fier de pouvoir présenter ce produit ensuite pour développer les autres cours, puisque d'autres MOOC vont arriver, et puis, et pas que des MOOC, un ensemble de modules de formation et de parcours de formation avec l'objectif que tous ceux dont vous êtes qui ne peuvent pas accéder facilement à nos écoles pour différentes raisons, eh bien vous puissiez avoir une meilleure accessibilité à nos enseignements qui, je le sais, sont d'excellente qualité. Donc voilà, alors j'ai pas été un très bon élève moi et je vais redoubler puisque je ne vais pas avoir mon certificat. J'ai suivi ce cours, mais voilà, j'ai pas pu suivre l'activité fil rouge, et puis je n'ai pas fait toutes les évaluations, et donc je promets que je redoublerai à la prochaine session. Voilà, en tout cas, merci à tous, et puis à bientôt sur le portail de l'université numérique qui ouvrira en automne 2016, avec évidemment le MOOC agroécologie, mais également un ensemble d'autres cours qui vont se développer au fur et à mesure. À bientôt et encore merci à tous. Voilà, et donc Philippe regrettait de ne pas pouvoir se matérialiser pour se joindre à nous, mais ça, Aurélie l'a fait. Donc elle est très forte. Donc voilà, on est content de t'accueillir. On peut dire que la petite vidéo que tu as faite à l'arraché dans le train a pu être passée. Donc je ne sais pas si tu veux dire juste un petit mot ou... Non, juste que je regrettais de ne pas être là pour plus d'interdisciplinarité. C'est vrai que du coup j'ai fait un peu ma vidéo dans mon coin sans avoir pu échanger avec vous. Mais je ne sais pas combien de temps il sera possible de répondre aux questions éventuellement. Voilà, donc si jamais il y a des questions pressantes, je pourrai toujours y répondre dans les jours à venir. Voilà, donc par rapport à ça, effectivement, le forum reste ouvert jusqu'à la fin du mois et les contenus également accessibles jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a encore un petit peu de temps pour pas arrêter, tout ne s'arrête pas ce soir. Voilà, je voudrais terminer en remerciant tout d'abord Agropolis Fondation, qui a été vraiment le financeur principal de ce MOOC à travers le projet Parmi. Donc c'est grâce à ce projet, grâce à l'effort financier d'Agropolis Fondation que l'on a vraiment pu
concevoir la première idée de ce MOOC dans un projet parmi que l'on a construit, Marie-Laure Navas et moi-même. Et puis, enfin, je voudrais terminer en remerciant la direction de Montpellier Supagro, parce que la direction nous a toujours soutenus dans cette aventure du MOOC, et donc peut-être donner la parole justement à Marie-Laure Navas, qui est directrice déléguée à la formation et à la formation et à la politique scientifique de Montpellier Supagro. Voilà, et également mentionner donc Anne Sivac, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais qui était très, très désireuse de cela. Donc Marie-Laure, je te laisse le micro pour quelques mots de conclusion. Alors, bonsoir à tous. Donc, je pourrais vraiment dire des choses très importantes et très sérieuses, comme les MOOC, c'est absolument indispensable pour le rayonnement international de l'établissement. Je lis la qualité pédagogique de ces enseignements et surtout lui donner un écrin et une dispersion, montrer vraiment et ouvrir notre établissement à une diversité académique et culturelle, et puis développer de nouveaux modèles économiques pour notre établissement. Ça, c'est la version officielle, sérieuse, et on y adhère tous. Hein. Ce sont les avantages que peuvent apporter les MOOC. En guise de pirouette, je voudrais dire simplement ma très très grande fierté, et la fierté d'être directrice déléguée de l'établissement qui a permis ça, qui a permis cette très belle expérience. Alors je pense que l'agroécologie, c'était le thème pour le faire, puisque l'agroécologie, c'est le lien entre des individus différents, des types de connaissances, des types de savoirs, des niveaux de diversité, et puis c'est aussi le lien entre le nord et le sud dans tous les sens, et pas avec un sens privilégié. Il n'y avait pas de meilleur thème pour développer ça, et puis pour mettre en valeur et développer des valeurs qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire le lien entre les gens, le lien entre vous, et le lien entre vous et nous, c'était vraiment important. Ça a aussi permis de créer des nouvelles communautés éducatives au sein de l'établissement, en créant des liens entre des gens qui jusqu'à présent ne travaillaient pas ensemble. Donc il y a vraiment tout ce lien qui s'est créé et qui était permis par le thème sur lequel on a travaillé. Alors, vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous et de Supagro sur les MOOC. Il y en a quelques-uns qui sont en carton. Vous allez tout savoir sur la biodiversité des acariens l'année prochaine. Et puis vous allez aussi, vous qui êtes en Afrique francophone, pouvoir travailler sur des modules de formation continue sur le développement rural et agricole. Ça, ce sont deux exemples qui sont cités. Et puis pour ceux qui ont encore des choses à découvrir sur la vigne et le vin, ben, ça viendra un petit peu plus tard. Donc je vous dis juste ça, 3 exemples très très différents pour appâter et attirer des personnes différentes. Et puis pour terminer, je vais dire que nous aussi, nous sommes des utilisateurs de MOOC. Il ne suffit pas de savoir, de produire pour ouvrir aux autres. Il faut aussi, nous, dans notre établissement, nous ouvrir aux productions des autres. Et nous avons déjà décidé de faire une sensibilisation à la théorie du genre, à la place de la femme dans les institutions, pour former nos étudiantes à ce leadership, à ce que ça veut dire être une femme dans un établissement, quand on est un cadre. On va former les administrateurs de les établissements aussi, en utilisant des MOOC qui ont été produits ailleurs. Et puis un 3e exemple, on va utiliser des MOOC produits dans une autre école, l'école centrale, pour former nos étudiants aux projets professionnels. Donc, vous voyez, on est complètement accro. Hein, on veut développer cette notion-là, être producteur de MOOC dans les éléments et dans les domaines qui sont des domaines phares pour nous, mais aussi utiliser l'expérience de ceux qui savent ailleurs pour pouvoir enrichir nos formations. Donc à très très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Marie-Laure. Donc on va s'arrêter ici parce qu'on a déjà dépassé un peu le temps. D'habitude on était très ponctuel sur les lives. Là on s'est permis quelques libertés. Un grand merci à tous. Donc là vous étiez plus de 200 connectés. Donc voilà une grande affluence pour ce live. Si on pouvait, on continuerait ces échanges. C'était vraiment une très belle aventure autour des échanges, de la connaissance, mais aussi une très belle aventure humaine. Donc merci à tous et à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.